Question quiz! Savais-tu ça, toi, qu'il y avait des ergothérapeutes spécialisés en santé mentale? Eh bien, moi, non. Jusqu'à tout récemment, et comme je suis certainement pas la seule, j'ai décidé d'inviter deux vrais passionnés pour venir t'en parler. Je doute pas une seconde que tu vas avoir autant de plaisir que moi à les écouter. Il s'agit de Sophie Germain-Lacroix, ergothérapeute depuis près de 10 ans, aussi conférencière en entreprise et grande adepte du concept de flexibilité psychologique et de la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, aussi appelée ACT. Ainsi que Natacha Dumont-Carey, à la fois ergothérapeute en santé mentale et professeure de yoga. Elle t'accompagne à retrouver une vie équilibrée et pleine de sens en intégrant les principes du yoga, de la méditation et de la pleine conscience dans ton quotidien. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sur le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly-fly et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello Sophie, Natacha, très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Foutrement Vrai. En tant qu'experte, et oui, vous avez ce rôle avec nous aujourd'hui de venir parler de votre passion, de ce qui vous anime, de ce que vous faites. Alors, dans un premier temps, si ça vous tente de nous dire un petit mot sur vous, puis comment vous vous sentez d'être avec nous aujourd'hui? Oui, Sophie Germain-Lacroix, je suis ergothérapeute, maman de 3 enfants et merci beaucoup Annie pour l'invitation. Je suis super contente d'être ici et de partager ma passion pour l'ergothérapie, plus spécifiquement là au niveau de la promotion puis de la prévention de la santé mentale. Natacha? Salut tout le monde, moi c'est Natacha Dumont-Carey, ergothérapeute également en santé mentale et donc oui, merci de l'invitation, c'est tellement fun de faire cette promotion-là de que c'est nous on fait comme promotion de la santé parce que c'est peu connu et donc je trouvais que c'est une belle opportunité de pouvoir sensibiliser les gens à l'ergothérapie en santé mentale. Donc, à toi qui écoutes, tu comprendras effectivement qu'on va parler d'ergothérapie, mais on va surtout venir observer, en discuter d'un aspect de l'ergothérapie qui est beaucoup moins connu. Évidemment, si vous êtes sur Foutrement Vrai, c'est pour parler de santé mentale, hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai invité. J'ai eu le bonheur de vous côtoyer les deux dans des opportunités différentes. Je sais que vous vous connaissez aussi et que vous avez chacune votre façon aussi de pratiquer l'ergothérapie en santé mentale. Alors, je trouvais ça intéressant, au lieu d'avoir une seule experte sur l'épisode, d'en avoir deux pour élargir encore plus notre compréhension de ce que vous faites concrètement dans votre quotidien. Alors, petit challenge pour débuter. J'aimerais ça en 3 mots ou concepts simples. C'est quoi avoir une bonne santé mentale pour vous? Vous allez pouvoir expliquer là vos choix ensuite, une fois que vous allez avoir nommé vos mots. Fait que commençons avec Sophie. Oui, c'était pas un exercice facile, choisir 3 mots pour résumer. I know. Mais un beau défi que j'ai apprécié m'attarder. En fait, moi, les 3 mots, c'est conscience, réflexion et action. Est-ce que je les explique tout de suite? Oui. En fait, la conscience, vraiment au niveau de l'observation de soi, de venir apprendre à s'observer au quotidien, à venir voir nos comportements. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça nous convient pas? Est-ce que ça fait du sens pour soi? Et ensuite, de la réflexion, de venir se poser ces questions-là, d'avoir l'introspection de
est-ce que les activités que je fais dans mon quotidien me satisfait? Est-ce que mon horaire est complète? Est-ce que j'ai trop d'activités, pas assez d'activités? Et ensuite, après avoir fait cette introspection-là, de venir choisir qu'est-ce qui fait plus de sens pour soi, de venir se mettre en action, de venir placer des routines qui font du sens, de venir avoir un quotidien qu'on trouve agréable à vivre, qu'on aime, puis qu'on a envie de se lever le matin puis de se mettre en action. Merci. Natacha, est-ce que tu nous amènes des mots différents? Un peu, mais c'est sûr que ça se rejoint, hein. C'est comme ça qu'on s'est connus, moi puis Sophie. Moi, je t'aurais dit cohérence, conscience et joie. Donc, j'aime ça. ouais, ça l'apportait. Donc, conscience, ça revient avec Sophie. Donc, c'est sûr que, tu sais, il faut d'abord prendre conscience c'est ça, prendre conscience de nos comportements, de s'observer, de vivre en conscience, et à savoir que je suis aussi professeure de yoga, de méditation, et donc la cohérence pour moi c'était quelque chose qui était ultra important, puis c'est quelque chose que j'observe aussi, que quand on n'est pas en cohérence avec soi-même, ça aurait pu être authenticité, ça aurait pu être harmonie, mais dans le fond, alignement aussi, c'est des termes qu'on entend beaucoup. Exactement. Donc, cohérence de retrouver cette union-là entre notre corps, notre esprit, et joie, ben dans le fond, c'est vraiment parce que quand on perd de vue cet esprit-là de la joie dans notre quotidien, de voir de voir la beauté qui nous entoure, dans la gratitude ou peu importe, c'est là que je trouve qu'on s'éteint puis qu'on s'oublie. Donc, de ramener cet aspect-là un petit peu de joie dans son quotidien. Ça fait du bien parce que je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on se déconnecte de plus en plus justement de notre joie, de la simplicité des petits plaisirs au quotidien, hein, un peu dans une quête incessante de trouver la bonne façon d'atteindre le bonheur, alors que ça se trouve vraiment souvent dans des petits trucs qui se passent autour de nous, puis de cultiver cette joie-là, ce cœur d'enfant-là aussi. Personnellement, moi en tout cas, je trouve que ça fait toute la différence. Merci les filles, très intéressant. Écoutez, pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, puis j'avais eu l'occasion d'en discuter avec Sophie aussi avant même de lancer le podcast, là, je savais que j'allais l'inviter. Natacha, je t'ai découverte après, alors pour moi, ça a été vraiment une surprise d'apprendre qu'il y avait de l'ergothérapie en santé mentale. Ça fait 20 ans là, que je suis en relation d'aide, des professionnels, j'en ai croisé dans différents contextes avec différentes clientèles et jamais, au grand jamais, on m'a dit qu'il y avait de l'ergothérapie en santé mentale, spécifiquement même au niveau de l'épuisement professionnel. J'ai moi-même fait un burn-out, j'ai accompagné plein de gens et jamais personne m'en a parlé. Pourquoi donc? Est-ce que c'est parce que c'est récent? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur pourquoi personne sait c'est quoi puis en a entendu parler? Est-ce que oui. Honnêtement, ça je trouve ça curieux là. Fait que je t'écoute ça. Ouais, ben en fait, j'étais allée faire des petites recherches parce que moi aussi j'étais comme ça part d'où exactement, tu sais, où que ça a commencé. Puis en fait, ça date vraiment de longtemps, en 1906 pour être plus précise. Et c'est là dans la littérature qu'on voit les premières ergothérapeutes qui apparaissent, puis c'est dans des hôpitaux psychiatriques. Fait qu'en fait, les premiers, c'était même dans au niveau de la santé mentale, mais c'était des infirmières qui étaient formées en occupational therapist, le terme en anglais, la thérapie par l'occupation. Et c'est vraiment, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, là, que c'est devenu un métier officiel, l'ergothérapie, puis que là, à ce moment-là, c'était plus au niveau de la santé physique. Puis pourquoi on n'entend pas nécessairement parler, c'est qu'ils sont plus dans les institutions. Fait que, tu sais, dans les hôpitaux, ils vont être dans les ailes psychiatriques, ils vont vraiment aider à soutenir la routine, à développer toute la créativité, à retrouver le sens dans les occupations, leurs loisirs, les passions. Mais il y a aussi beaucoup d'ergothérapeutes au privé qui sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux, qui, eux, vont faire plus l'accompagnement au niveau là, des arrêts de travail, comment favoriser un retour au travail, d'éviter la rechute. Fait que je pense que c'est... en fait, c'est ça qu'il y en a pas nécessairement sur les réseaux sociaux. C'est une profession aussi qu'on a de la misère à expliquer concrètement. Fait que je pense que les gens de venir prendre la place publique pour venir expliquer qu'est-ce que ça fait, l'ergothérapie, comment que ça peut aider, ben il y en a peu présentement
Ben, c'est ce que Natacha et moi, on essaye de faire avec nos missions. Mais là, tu me parles des réseaux sociaux, c'est une chose, mais au-delà de ça, il y a les médecins qui vont référer leurs patients, qui vont les envoyer vers des ressources. Oui. Et c'est rare qu'ils vont les envoyer vers des ergothérapeutes en santé mentale. Alors, comment ça se fait que vos collègues médecins sont comme pas au courant de cette possibilité-là au niveau du réseau privé? Parce que c'est sûr que quand on va vivre un épuisement, on n'est pas hospitalisé, mais il y a quand même plein d'ergothérapeutes en privé qui peuvent accompagner aussi. Natacha, pourquoi est-ce que ce pont-là ne se fait pas avec la médecine actuellement, selon toi? Ben en fait, ce que je constate actuellement, comme tu sais, moi je suis en plein essor de développer ma clientèle justement plus privée, puis je le vois que de plus en plus, par contre, les médecins vont référer, les conjoints vont référer leur chum vers une ergothérapeute en santé mentale ou tu sais, fait que c'est le fun parce qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Mais c'est vrai, tu sais, ça reste que l'ergothérapie, bon, Sophie, elle l'a dit, tu sais, oui, ça date, mais ça reste une profession qui reste très jeune, qui reste en évolution. C'est ça qui fait que c'est tellement beau parce que on évolue, on fait évoluer notre propre profession. Comme maintenant, où est-ce qu'on est rendu, c'est on commence à trouver notre place dans le marché au niveau privé. Parce que comme Sophie l'a dit, tu sais, on était beaucoup dans des institutions, c'était très institutionnalisé et donc très limitant et limité ce qu'on pouvait faire. Puis maintenant, on sort des institutions, on développe, on devient plus entrepreneur. Et il y a un nouveau mouvement, je trouve, qui se passe. Puis au niveau international, parce que je parle aussi avec des ergos en France, en Europe, en Australie, puis ça commence. Mais on est comme encore au début. Puis moi, ce que je constate, c'est peut-être juste dans mon monde à moi, là, dans ce que je vis, mais il y a quand même un phénomène que de par le fait que les psychologues sont tellement sursaturés, que c'est tellement difficile de les accéder, ben là, nous, tu vois, ça nous ouvre la porte. Parce que là, les gens se tournent comme, ben en ergo, j'ai une disponibilité, je vais y aller. Puis finalement, ils savent pas à quoi s'attendre. Ils sont comme, c'est ça, ils ont toutes la même réaction. Quoi? Ergothérapie en santé mentale, ça existe, mais vous faites quoi? C'est ça qui est beau, c'est que les gens, là, ils commencent à s'ouvrir, à dire, ben, j'ai quoi à perdre? J'ai 1 an, finalement, à gagner. Fait que, au moins. Et donc, je vais l'essayer. Mais là, tu as parlé des conjointes qui référaient leurs conjoints. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que ça fait peut-être moins peur aux hommes de parler d'ergothérapeute plutôt que de psychothérapeute. Peut-être qu'il y a une piste là. Est-ce que vous l'avez observé? Est-ce que, selon vous, il y a peut-être les hommes seraient portés plus à aller en ergothérapie s'ils étaient au courant, là, que c'était diffusé plus largement? Ben, c'est intéressant parce que, en effet, tu sais, moi, une des distinctions que je vois, mais c'est qu'en ergo, on veut être dans l'action. Tu sais, comme Sophie l'a dit, on est dans le quotidien, on trouve des stratégies, des trucs. Mais ce que je leur explique aussi, on va pas moins en profondeur pour autant. Donc, pour moi, c'est comme, j'utilise beaucoup l'image de l'iceberg, c'est qu'il arrive, il y a une plainte, tu sais, comme quelque chose qui ne fonctionne pas, tu sais, au niveau de l'épuisement professionnel, la fatigue, la surcharge mentale, peu importe. Puis qu'en dessous, il y a tout l'iceberg, mais on reste une profession holistique, tu sais, on regarde tous les aspects de la personne et donc on va pas moins en profondeur pour autant, mais on reste pratico-pratique. Fait que oui, c'est peut-être moins menaçant de dire je vais pas parler de puis ça n'a rien à enlever à la psychothérapie là, moi j'ai adoré, j'en ai fait puis c'est ça, mais tu sais c'est peut-être moins menaçant pour l'ego peut-être. Puis plus concret aussi de façon générale. Oui, c'est ça exactement, très concret. Puis tu sais les garçons, les gars, les messieurs qui sont venus en suivi avec moi, c'était beaucoup dans la prévention. Fait que tu sais, ils attendaient pas d'être en épuisement, c'était comme oui, ma blonde me dit que si ça voulait avoir un enfant avec moi, il fallait que je sois plus équilibrée. Qu'elle là, elle trouvait que j'avais trop d'activités hautes, puis elle trouve que je travaille trop. Ouais. C'est donc bien le fun. Ouais, vraiment. Puis il y en a que on a beaucoup de médecins, Natacha aussi, j'imagine là, des médecins qui viennent me consulter, puis c'est comme là ma pratique est tu sais, je trouve plus de solution pour m'organiser, pour que ça prenne moins de place de faire la distinction travail, vie personnelle. J'ai besoin de changement, j'ai besoin d'aide pour m'aider dans naviguer ces deux pôles-là. Sophie, j'en profite pour faire le pont de façon plus concrète. Un ergothérapeute, tu sais, vous avez dit peut-être que c'est pas une profession qui est toujours facile à comprendre. Tu as parlé de occupational therapy, qui est le terme en anglais qui est peut-être un petit peu plus clair. Tu sais, quand on l'entend, mais ça veut dire quoi, ça, de la thérapie de l'occupation? Oui! Explique-nous. Ben, en fait, c'est ça, c'est que nous, c'est la science de l'occupation.
Une occupation, c'est quoi? Ben, c'est vraiment tout ce qui vient occuper notre temps. Fait qu'on s'entend que c'est très, très large de se lever le matin à aller faire notre routine pour se laver, se préparer à aller travailler, tout ça. Quand on est en santé, on se rend pas compte que c'est toutes des actions qui sont super importantes, qu'on prend pour acquis, mais quand il arrive un bris, une transition difficile, un épuisement, un deuil, une séparation, une dépression, ou sinon au niveau de la santé physique également, mais c'est qu'on a besoin de... L'ergothérapeute permet d'avoir un œil externe puis de venir apporter cette vision-là de OK, là, qu'est-ce qui fonctionne plus dans ton quotidien? Quelle activité t'es plus capable de faire, que t'aimais vraiment faire, puis que là, t'as plus le goût, t'as plus l'énergie, t'as plus l'engagement que t'avais avant, ou tu sais même plus ce que t'aimes parce que t'as perdu le sens, t'étais tellement investi dans d'autres rôles que là, ça fait plus de sens pour toi. Fait que là, on va venir voir au niveau de ces occupations-là, qu'est-ce qui fonctionne plus. C'est qu'on va venir évaluer aussi au niveau de la personne. C'est au niveau de la santé mentale, c'est au niveau physique, cognitif, spirituel aussi. On va tout venir évaluer ça. Et au niveau de l'environnement, c'est quoi présentement tes obstacles qui se présentent à toi dans ton quotidien au niveau de l'environnement social, physique, culturel, institutionnel. Fait qu'on va venir voir qu'est-ce qui fonctionne pas, mais c'est qu'est-ce aussi qui est présent, qui peut venir t'aider, te soutenir dans ton rétablissement, à venir retrouver un horaire, un équilibre, un quotidien que tu aimes. Oui, parce que, bon, moi, de mon expérience en ergothérapie, en fait, je me suis cassé un doigt. Je me suis retrouvée en ergothérapie et justement, oui, on est venu renforcer tout ça, mais il y a eu des adaptations qui ont été faites par rapport à comment je pouvais fonctionner dans mon travail dans ce contexte-là. Alors, on peut faire le parallèle avec la santé mentale, que ce que vous amenez aussi, c'est comment est-ce que je peux me réajuster, comment est-ce que je peux bouger peut-être les choses qui sont déjà en place, les ressources que j'ai déjà, mais pour m'ajuster à cette réalité nouvelle que je vis, que ce soit un doigt cassé ou un épuisement, une dépression, peu importe. Natacha, qu'est-ce qui t'a amené à choisir plus spécifiquement quand tu étais aux études? Parce que j'imagine que c'est un peu là que le choix commençait à se faire. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la branche de la santé mentale de façon plus spécifique? Ben, en fait, ça c'est venu par après parce que j'avais choisi la branche santé physique. Ben, en fait, non, c'est pas vrai, parce qu'avant, je voulais être psychologue. Fait que c'est ce que je trouvais cool de l'ergothérapie, c'est que tu peux tout faire. C'est pour ça aussi, c'est encore méconnu. C'est la seule profession qu'il y a la santé physique et la santé mentale sur laquelle on peut vraiment, comme, intervenir. Mais donc, je travaille en santé physique et j'ai compris rapidement que je pouvais pas enlever le lien de la santé mentale, comme l'influence de la santé mentale, même si on se casse, comme tu dis, un doigt, ou ben moi je travaille avec les traumatismes crâniens, mais c'est comme, je peux pas juste adresser au niveau physique, il me manquait une partie. Fait que déjà, on voyait le balbutiement de l'union du corps et l'esprit pour moi qui était déjà présent avant même que je sois prof de yoga et que j'adressais déjà ces concepts-là de santé mentale, de pleine conscience, sans savoir que c'est ce que je faisais. Fait que c'est là que j'ai fait, OK, mais tout qu'est-ce qu'on enseigne, en fait, on réapprend, comme Sophie a dit, on réapprend la vie de se lever, à aller au travail, à revenir, à se coucher, à gérer les transitions avec les enfants et tout ça. C'est rempli d'activités, d'occupations, de choix. Puis, ben, des choix, ça fait partie de la santé mentale, dans le fond, de notre attitude, de notre façon de percevoir la vie. Donc, des fois, c'est pas juste d'adapter physiquement ou de trouver des compensations physiques qui vont régler le problème. Ça, pour moi, ça reste en superficie parfois. C'est d'aller voir un peu plus derrière pour avoir vraiment des changements à long terme. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire, OK, ben, il y a vraiment un gros travail. Pourquoi attendre d'avoir un accident? Pourquoi pas agir sur, dans le fond, la prévention? Parce que si on peut pas enlever la santé mentale à la santé physique, ben souvent, la santé mentale va jouer une prévention à la santé physique, sauf, tu sais, des traumas, des accidents en tant que tel, mais souvent, la santé mentale va avoir un gros rôle aussi sur la santé physique. L'inverse aussi. Tu sais, qu'on néglige d'aborder que, tu sais, la santé physique, oui, va avoir un impact sur la santé mentale aussi, là. Puis ça, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose dont on entend parler surtout venant de personnes qui sont dans des professions, justement, ou qui vont vraiment aborder tout le corps, la santé du corps. Comme prof de yoga, justement, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette branche-là. Parce que là, tu avais déjà une carrière, tu étais déjà ergothérapeute. Et là, tu décides d'aller te chercher une certification pour devenir prof de yoga.
Pourquoi? Puis est-ce que ça s'intègre dans ta profession ou c'est une pratique complètement à part? Je ne peux plus le distinguer. Je ne peux pas enlever l'ergothérapeute en moi et je ne peux encore moins enlever la prof de yoga en moi, la yogi, la yogini. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun. C'est tellement complémentaire. Qu'est-ce qui m'a amené vers le yoga? Ben, en fait, c'est ça, aussi quétaine que ce l'est, mais c'est vraiment en voyageant que le yoga est venu à moi. Puis j'ai compris que je devais faire une formation de yoga pendant le long voyage que je faisais. Je me suis dit, bon, c'est rare qu'on a le temps, qu'on prend le temps de s'investir parce que c'est une longue formation, soit je l'avais fait en intensif là, en 3 semaines en voyage, mais sinon, j'ai quand même, quand je suis revenue post-pandémie, j'ai dit, j'en fais une autre, mais au Québec pendant 1 an à Yoga Sangha. Puis ça m'a vraiment permis d'aller en profondeur puis de voir, en fait, quand j'ai fait ma première, j'ai dit, ben merde, je n'aurai pas le choix de devenir prof de yoga et de l'intégrer en ergothérapie parce que je voyais trop les similarités et la complémentarité. Comme je dis, dans le fond, ça répondait à tous mes questionnements de OK, mais si je peux pas enlever la santé mentale, la santé physique, mais c'est quoi mes outils? Puis j'en avais pas tant que ça d'éclair parce que c'est souvent, j'étais dans une institution, hein, donc on adressait la santé physique. Donc c'est ça qui m'a vraiment amené à développer cette branche-là. Puis plus que je la développe, plus que je vois des liens, c'est vraiment fascinant que les gens trippent. Ils savent pas, ils s'attendent pas du tout à ça. Déjà que c'est un choc de faire de l'ergothérapie en santé mentale, mais quand je leur parle de la conscience, de la pleine conscience, puis de On va faire du yoga en plus. Mais c'est ça, puis c'est rare que je fais des postures. Tu sais, des fois, Oui. on va enseigner certaines postures en tant que telles, mais le yoga, c'est plus large que ça. C'est vraiment l'art de vivre en harmonie avec soi-même, à retrouver cette joie-là, cette cohérence-là. C'est la connexion, justement. La réponse que tu as trouvée dans le yoga, c'est la connexion entre le corps et l'esprit qui, quand on a des disciplines très séparées, très cadrées, a tendance à ne pas faire ce lien-là. Tu l'as dit, l'ergothérapie le fait un peu. Là, je vais passer la parole à Sophie, parce que toi, il me semble, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu avais pris un peu cette décision-là déjà dans tes études. Ou toi aussi, ça a été une révélation après. Bon, moi aussi, finalement, là, je suis dans le champ. Je te dirais que l'ergothérapie en santé mentale, en tout cas, à l'Université Laval, quand j'ai étudié, c'était vraiment pas populaire. Nos profs, eux, ils tripaient santé mentale, puis nous, on était comme, oh mon Dieu, c'est tellement lourd, puis on n'était pas là dans nos vies. Oui, à ce point-là. Ah ouais. Oui. C'est très psychiatrique encore, tu sais. Oui, là, je comprends. C'est peut-être la façon que c'était enseigné, justement. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, j'allais en ergothérapie pour la pédiatrie. Tu sais, c'était vraiment ça que je voulais faire. Tous mes stages, j'essayais de les faire en pédiatrie. Mes étés, c'était au centre de réadaptation avec les enfants autistes. C'était vraiment mon dada. Puis, c'est en fait, quand j'ai eu un poste au public en premier lieu, c'était en prévention de la santé, qui m'ont fait faire aussi de l'invalidité, de gestion autre que ça, c'était moins intéressant. Mais la portion prévention, ça, j'avais beaucoup adoré, qui était plus au niveau de venir monter un programme pour accompagner les gens quand ils revenaient d'un arrêt de travail. Fait que là, j'ai fait des formations sur la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, l'entretien motivationnel, puis je trouvais ça super intéressant, mais encore là, très comme dans la théorie. C'est vraiment quand j'ai accouché de mon premier enfant, très prématuré, que là, j'ai ressorti tous ces outils-là que j'avais appris et que je les ai utilisés pour moi. Puis je me suis dit, mais à quel point c'est aidant, puis à quel point ma vision d'ergo me permet d'aller capturer plein de petits éléments importants dans la vie de la personne pour vraiment y proposer des stratégies uniques, personnalisées à son contexte, qui considèrent vraiment l'entièreté de sa vie et pas juste une petite portion de son quotidien. Puis après ça, c'est quand je suis revenue au travail, après ce congé-là, que là, j'avais eu un autre poste en enfance. J'étais revenue à mes anciens amours, que là, j'évaluais les enfants, mais mon regard était tellement porté vers le parent de comme, hey, toi, comment ça va? Comment tu vis ta transition? Comment ça se passe ton quotidien? T'arrives-tu à prendre des moments pour toi? Puis là, après ça, je me suis rendu compte que là, je répondais pas à mon mandat actuel. Fait que je me suis dit, je suis retombée enceinte. Puis là, je me suis dit, hey, mais pourquoi pas créer la profession que moi, j'ai envie? Tu sais, pourquoi pas rendre l'ergo, pas la profession, là, mais de me spécialiser dans ce qui me passionne, dans ce que je trouve intéressant, dans ce que j'ai envie d'aider les gens, dans ce que moi, il m'a tellement aidé, puis de venir les accompagner dans, ces transitions de vie-là qui sont tellement difficiles, mais qui sont pas nécessairement, qu'on n'a pas nécessairement
une maladie ou qu'on n'a pas nécessairement un diagnostic, une étiquette, mais qu'on se sent tellement chamboulé puis qu'on est comme, hey, mais ça, un œil externe, ça pourrait m'aider. Tu sais, des fois, on a des amis qui peuvent nous permettre d'avoir cet œil externe-là, puis des fois, c'est comme, j'ai envie de juste un petit peu plus en profondeur, d'avoir quelqu'un qui me connaît pas, mais qui peut avoir cette vision-là, puis de m'aider dans traverser cette transition-là sans m'épuiser ou faut la traverser pareil, la transition, mais d'avoir un petit coffre à outils pour s'aider. C'est parti donc de ton expérience personnelle et sans doute peut-être du propre besoin que tu avais d'aller chercher ce genre d'outils-là, d'avoir ensuite envie de les transmettre aussi, puis de faire une différence. Donc, toutes les deux, votre objectif est de vous situer davantage dans la prévention. Ça, c'est l'objectif idéal. C'est peut-être pas encore super intégré là, dans la société de miser davantage sur la prévention que sur l'intervention, mais ça reste que ce que vous faites, avez-vous l'impression que comment vous êtes en train toutes les deux à votre façon, Natacha par le yoga, Sophie, on en parlait un peu tantôt, mais avec l'approche de l'ACT notamment, que vous êtes en train de semer des graines chez d'autres ergothérapeutes ou chez des étudiants en ergothérapie, d'avoir peut-être envie de réinventer un peu la profession puis de la redéfinir, de l'ouvrir un peu plus sur le monde puis de la sortir des institutions. Natacha? Tellement. Mais tu sais, moi, j'ai eu, c'est ça, j'ai développé aussi une formation pour les ergothérapeutes, mais aussi que j'ai élargi pour les professionnels de la santé pour ouvrir cette porte-là, pour enlever parce qu'on vit beaucoup la peur, comme ergothérapeute, de comme, est-ce que j'ai le droit de faire d'intégrer des modalités de yoga et tout ça, ou des choses, ça peut avoir l'air encore ésotérique ou peu importe. Donc, il y a beaucoup de peurs et de croyances qui peuvent nous limiter comme thérapeutes. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai développé une formation. J'ai présenté aux collègues de l'Ordre des ergothérapeutes l'année passée. Puis là, c'est sûr que la sortie du podcast va être après. Mais donc, mardi prochain, je m'en vais à Halifax présenter à l'Association canadienne des ergothérapeutes pour justement faire cette promotion-là. Donc, ce que je reçois comme commentaire, c'est comme, c'est ça, c'est merci d'ouvrir cette porte-là, de nous démontrer que c'est possible, qu'on a pu avoir peur de mal faire, puis de suivre justement notre intuition, en fait. Donc, on peut faire ça, ouais. On va se souhaiter que ça se passe dans pas mal toutes les professions du domaine de la santé, d'amener un petit peu plus d'approche holistique, justement, de regarder l'humain dans son ensemble, parce que je pense qu'il y a encore du chemin à faire dans plusieurs professions à ce niveau-là. Puis, tu sais, Sophie, justement, l'ACT, je vais te laisser m'en parler un petit peu plus, mais toi, dans ta façon concrète d'accompagner les gens, un de tes outils principaux, c'est celui-ci. Ça vient d'où? À quoi ça ressemble concrètement, cette approche-là? Oui, en fait, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement qui permet de venir développer notre habileté de la flexibilité psychologique, qui est de choisir de faire des actions qui font du sens pour nous, qu'on trouve importantes, malgré la présence des inconforts de la vie, des émotions, des pensées difficiles, des situations difficiles qu'on peut vivre et qui sont inévitables. Puis pourquoi je me suis intéressée à ça? Puis en fait, la première fois que j'ai fait cette formation-là, j'ai un tempérament quand même anxieuse. Et au début, j'avais fait la formation, puis il me disait, ouais, mais tu sais, ton anxiété, ça va comme rester là toute ta vie, puis tu sais, il va falloir que tu apprennes à vivre avec, à l'accepter. Et à faire. Je veux pas. Exactement. J'étais encore en résistance de comme, ouais, je comprends, mais comme, ouais, non, moi, je vais trouver. Mais non. Moi, je vais trouver la solution. J'ai pas fini mes recherches. Non, c'est ça. Ma phrase préférée, ça. Oui, mais non. Exactement. J'étais tellement là-dedans. Fait que je l'ai mis vraiment de côté pendant 6 mois jusqu'à temps que j'accouche et j'étais comme, ouais, là, je vis beaucoup d'inconfort. Je pense qu'ils vont rester là un petit moment et c'est normal. Fait que là, c'est là que je me suis vraiment intéressée. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait une possibilité avec les people pleasers, perfectionnistes, l'anxiété, dépression, qu'il y avait vraiment des spécificités à cette approche-là. Personne qui écoute en ce moment va se reconnaître non, dans ce que tu viens de dire. Personne. Fait que c'est vraiment une approche que je trouve tellement intéressante. Puis pourquoi je trouve que ça vient avec l'ergothérapie, c'est que ça nous permet de voir qu'est-ce qui limite notre engagement. Tu sais, j'avais partagé dernièrement une conférence devant 300 personnes. Jamais j'aurais pensé faire ça parce que c'est ben trop anxiogène, c'est ben trop stressant. Puis
Mais je suis venue voir toutes ces croyances-là, toutes ces peurs-là que j'avais, toutes les règles que je me disais, ouais, non, moi, je suis pas capable. Ouais, non, moi, j'ai déjà fait ça puis ça a pas marché. Ouais, moi, je vais être bien trop stressée, je vais bégayer, tout ça. Puis je suis venue toutes les adresser puis de venir voir, OK, malgré la présence de tout ça, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Puis là, oui, c'est vraiment important parce que je veux partager mon message, je veux parler de prévention, je veux que les gens soient au courant puis qu'ils aient envie de s'investir à ce niveau-là. Alors, même si c'était présent, tu sais, comme en ce moment, j'ai un petit peu d'anxiété, mais je suis là et je continue mon message. Puis la petite voix, Sophie, qui dit « Ah ouais, c'est pas parfait ce que tu dis. Ouais, c'est peut-être pas si clair. » Ben, elle est là, mais j'y porte pas mon attention. En ce moment, je suis présente et je me ramène dans l'ici et maintenant. C'est une approche qui est aussi utilisée en psychothérapie. Ouais. Donc, c'est pas juste les ergothérapeutes là, qui travaillent avec cette approche-là que j'adore moi aussi, qu'on a en commun. Oui. Les filles, dans le fond, je vous ai aussi invité aujourd'hui, oui, pour parler d'ergothérapie en santé mentale, mais aussi pour adresser un peu la thématique que j'amène ce mois-ci sur le podcast et qui est toute la question du travail en ligne, du télétravail, hein, qui est omniprésente en ce moment, post-pandémie. On est en train de redéfinir les modalités de travail. J'aimerais avoir votre point de vue sur, selon vous, qu'est-ce qui peut favoriser une productivité qui est saine et le bien-être des gens de façon holistique, comme vous en avez si bien parlé précédemment? Qu'est-ce qui peut favoriser ça dans un environnement de travail, qu'il soit traditionnel ou non? Quels sont les critères qu'on doit considérer? Natacha. C'est tellement une bonne question, puis c'est une grosse question. Puis je pense que ma première réponse, là, ça serait d'apprendre à se connaître. Parce que, tu sais, il y a pas un one size fit all, ça c'est sûr. Puis il y a une fluctuation aussi, dans le sens où pour moi, je pense pas qu'il y a un milieu qui va répondre à tous tes besoins en tout temps pendant toutes les phases et les saisons de ta vie. Puis c'est pour ça que c'est important de tu sais, quand on revient à la conscience, qui était notre mot-clé à moi puis à Sophie, ben c'est ça, tu sais, mais d'apprendre à se connaître fait partie de ça, fait partie de en dessous de l'iceberg, de savoir comme, OK, ben en ce moment, qu'est-ce qui me convient? De quoi j'ai le besoin? Puis c'est rare, puis c'est ça aussi l'ergothérapie, c'est le gros bon sens, mais de prendre le temps de se poser ces questions-là. Parce que c'est comme, ben ce matin, mon bureau, j'ai le besoin d'avoir un petit environnement en m'étoufflant, tu sais, relax. Tu sais, les lundis matins, là, ben c'est ça, là, c'est comme, j'ouvre pas les néons, j'ouvre pas la grosse musique, c'est comme, non, reste dans ton cocooné, plus smooth, plus apaisant pour aller vers une productivité. Donc, en fait, ça revient à l'harmonie, tu sais, la cohérence de mon système nerveux, il est plus smooth, là, tu sais, on vient de revenir du dimanche, peu importe. Donc, on y va graduellement. Puis c'est comme ça que j'arrive à, puis ben moi personnellement, mais aussi pour les gens, qu'est-ce que je constate, c'est d'y aller avec notre besoin du moment. Puis peut-être qu'en après-midi, j'ouvrirai les lumières, puis avoir une musique plus, ben moi je dis musique, mais ça se peut que ça soit pas approprié, mais quand je fais de la rédaction, tu sais. Donc c'est ça. Donc il y a pas un one size fit all. C'est d'apprendre à se connaître puis de jouer avec nos fluctuations, nos besoins au niveau de notre énergie, de notre disposition mentale, de nos tâches. Ouais, ce serait mon premier point, disons. Donc, c'est quelque chose qui est dans notre pouvoir personnel aussi. Ça part de nous individuellement. Mais je trouve ça intéressant. Oui, c'est sûr. Parce que j'allais dire, Natacha, ta réponse, c'est la partie qui me manquait dans ma réponse. Moi, j'étais allée vraiment plus au niveau global. Génial! Moi, c'est allé plus au niveau de l'institution, tu sais, au niveau de c'est quoi la culture d'entreprise? Est-ce que les pauses sont favorisées? Est-ce que de prendre une pause, tu te fais regarder croche? Est-ce que c'est encouragé? Fait que de prendre des pauses, ça permet après ça d'être plus productif. Fait que tu sais, de venir voir, est-ce que l'heure du dîner, si t'apprends pas, t'es cool, puis ça te permet d'être reconnu par tes boss, puis c'est ça qui est favorisé. Fait que de venir voir, observer, c'est quoi votre culture d'entreprise par rapport à ça. En tant qu'ergothérapeute, on vous encourage fortement à venir prendre des pauses qui sont super importantes pour venir recharger vos batteries, vous énergiser. Mais ça peut être challengeant pour la personne, tu sais. Vous allez recommander ça. Oui. Est-ce que la personne, après ça, elle va être game d'aller le faire si justement son environnement de travail ne favorise pas ça? Ça peut faire en sorte que même si elle a envie d'appliquer votre recommandation, ça peut être difficile pour elle de le faire avec des enjeux qui sont beaucoup plus larges et qui sortent
de ce qu'elle peut même contrôler. Là. Oui, ben c'est ça. Puis là, c'est là que la flexibilité, je trouve, qui est intéressante, c'est que là, on va venir voir un peu c'est quoi toutes ces croyances-là, ces peurs qui sont là, puis qui sont aussi réelles, là, dans un sens que c'est vrai que si c'est pas encouragé, il peut avoir un impact plus grand. Puis ça va être de faire le petit pas, de venir voir, ben est-ce que ça peut juste être d'aller à la salle de bain, mais faire un petit détour pendant que tu vas à la salle de bain pour prendre une marche un petit peu plus longue, puis de venir prendre des respirations conscientes, puis de venir juste prendre une pause dans ton espace-temps. C'est sneaky, ça, j'aime ça. C'est comme, je prends une pause, mais personne ne le sait. C'est tellement ça aussi que je vais enseigner. Puis tu sais, c'est là où qu'on décompose des activités, tu sais, qu'on n'est pas obligé de faire 1 heure de yoga dans ton heure du midi, même si ça serait, tu sais, il y en a qui l'offrent, puis c'est génial, puis c'est vraiment le fun. Mais si c'est pas ça, ça peut être juste 3-4 grandes respirations, tu sais, intentionnelles, en conscience, de mettre tes pieds à plat, de tenir t'ancrer un petit moment. Ça va te donner une petite pause, une petite distance face à tout ce qui se passe. Puis déjà là, ce moment-là, tu vas pas avoir en plus accumulé d'autres stimuli ou d'autres pressions. Tu vas comme créer un peu plus d'espace pour toi-même. Puis, tu sais, moi aussi, ce que je veux dire, c'est au niveau de la culture, qu'est-ce qui est présent, mais d'expliquer donc, vu que c'est culturel, qu'on valorise pas nécessairement les temps de pause ou un environnement, comme je disais, tu sais, sinon de cocooning, tu sais, ça se peut que ça soit pas possible. Mais c'est de voir, OK, mais peut-être aussi que toi, tu auras envie d'aller à contre-courant. Puis c'est pas nécessairement de dire que t'es rebelle ou je ne sais trop, mais en fait, c'est juste de démontrer que ça se peut que ça soit avec un effort, avec un peu plus de courage, un peu plus de persévération, que tu vas vouloir être un leader. Peut-être tout le monde va suivre après, là. Ça va devenir une habitude interne, là. Oui, oui. Exact. Tu sais, de commencer par toi. Fait que, tu sais, ça rejoint beaucoup aussi l'approche de Sophie avec l'anxiété, de dire comme, OK, ben oui, j'ai tous ces défis-là, ces obstacles-là face à moi, mais ça m'empêche pas de le faire pour autant parce que c'est tellement important pour moi de me ressourcer. Je veux tellement... En fait, ce qui est clair, c'est que je veux pas continuer comme que c'est maintenant. Parce que je connais que c'est quoi le résultat. Et donc, n'importe quoi qui va pas vers ce sens-là, donc peu importe le petit pas, ça va déjà être un gros pas, en fait. Donc, la solution, c'est pas forcément de changer d'emploi, là, tu sais, ou de faire une grève de la faim là, pour obtenir tout ce que vous voulez. Il existe une panoplie de nuances entre les deux. Et déjà, ben, ça part peut-être d'un geste de courage, d'assumer ses convictions, d'être prête peut-être à vivre avec le risque qu'il y aura peut-être certains jugements qui vont venir de l'extérieur, mais jugements qui, selon moi, souvent, vont venir d'une incompréhension ou même des propres croyances que les personnes qui vont juger ont. Elles ne se l'accordent pas, donc de voir quelqu'un se l'accorder, ça peut justement venir brasser un petit peu nos croyances. Mais la plupart du temps, les belles initiatives inspirantes qu'on va voir dans les milieux, ben c'est parti d'une personne qui a eu le courage de l'essayer. Oui, c'est ça, tu sais, de plus en plus. Exactement, tu sais, de plus en plus, on voit des entreprises qui vont mettre des gyms sur place, qui vont offrir des cours sur place, tu sais, qui vont apporter cette santé-là en entreprise pour favoriser cette culture de bien-être. C'est souvent parti d'en bas, là. Tu sais, il faut que quelqu'un le demande. Oui, OK. Je veux pas généraliser. Il y a des gestionnaires, il y a des organisations qui font un travail inverse, qu'ils vont avoir des réflexions sur le bien-être des employés en haut et ça va redescendre vers le bas. Mais de façon quand même assez fréquente, c'est l'inverse qui se passe. C'est des gens qui vont demander des choses, qui vont exprimer des besoins, ou c'est des gens qui vont juste quitter. Et là, à un moment donné, l'employeur fait ses prises de conscience de se rendre compte que peut-être les conditions sont pas optimales et là, vont faire des changements. Mais il faut que des gens, à un moment donné, peut-être passent par-dessus cette peur-là et osent affirmer leurs besoins, osent nommer, écoute, ça, j'en aurais peut-être de besoin. Est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez avec les gens que vous accompagnez, d'aller à ce niveau-là aussi, d'aller peut-être demander concrètement des changements dans leur milieu de travail? Tout à fait. Je pense que, c'est drôle, hier, j'avais une cliente justement qu'on adressait ça un peu comme je voyais un triangle, tu sais, que oui, t'as le genre de en haut en bas, donc top-down, tu sais, qu'il y a des choses qui peuvent être faites, mais t'as le bottom-up de toi vers en haut, ou juste, ben tu sais, ça part de toi à toi, dans le sens où ça part de ton besoin à toi, de ta conviction. Savoir que tu vas peut-être faire face à certaines résistances, comme tu l'as dit, Annie, tu sais, que les autres vont faire comme, tu sais, un certain jugement, je sais pas trop, mais ça fait partie du processus. Fait que je les accompagne beaucoup dans le processus des inconforts, pour quand même continuer.
Mais après ça, c'est transversal aussi. Donc, entre collègues, tu peux peut-être dire, hey, on va-tu prendre une marche? On va avoir, parce que quand tu prends une marche, tu peux aussi parler de travail des fois, puis c'est beaucoup plus constructif parce que des fois, on reste pris dans nos idées puis quand on est statique. Donc, quand on va marcher, où ça va créer peut-être une relation un peu plus un bonding, là, j'arrive pas à trouver le terme en français. Une relation, un lien entre les personnes plus de proximité. C'est ça, exact. Donc, tu peux faire dans tous les sens, puis après ça, en parallèle, ben aussi travailler justement à ton inconfort que, c'est pas toujours évident d'être ce premier-là qui fait ce premier pas-là, puis qui ouvre cette porte-là, mais dans le fond, si tu te le permets à toi, là, on parle de pause, mais ça peut être plein d'autres initiatives, mais si tu es le premier à faire ça, tu vas peut-être ouvrir la porte à l'autre, l'autre va comprendre que, OK, mais si toi, tu fait ça, ben ça veut dire que c'est aussi possible pour moi. Tu sais, juste pour dire comment que comme ça, nous dans mon environnement de travail au public, c'était la première qui a amené une lampe de lumière de croissance de plantes, puis qui a apporté ses plantes parce qu'on est dans un sous-sol avec les gros néons, puis on est OK, mais comment embellir notre environnement de travail parce qu'on y passe du temps. Et ça, c'est parti d'une réflexion de dire, moi, qu'est-ce qui me ferait du bien? Comment est-ce que je peux adapter mon environnement de travail pour me sentir mieux? Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben c'est ça, je voulais rebondir sur ta question puisque Natacha elle disait qui était super intéressant de, tu sais, oui, on va accompagner la personne à parfois s'affirmer, à aller voir son gestionnaire, à faire l'acte de courage, puis en ergo, c'est par l'occupation, l'action. Fait qu'on peut le pratiquer, on peut faire des jeux de rôle pour venir voir la personne, comment qu'elle va préparer son discours. C'est qu'est-ce qui va venir appuyer parce que le gestionnaire, lui, il a toujours le gain de qu'est-ce que ça va m'apporter moi au niveau de la productivité, au niveau ça va augmenter ton efficacité, tout ça. Fait que tu sais, on peut venir aider la personne à venir monter un petit dossier pour appuyer ses demandes, tu sais, d'avoir un poste, une station assis debout, tu sais, c'était dans les autres éléments d'un environnement sain. Parfois, ça peut être super pertinent, pas toujours, mais de venir voir aussi la chaise, l'ergonomie du poste de travail qui est super important, l'alternance de posture, puis de venir voir est-ce que c'est dans un espace de coworking, puis finalement, tu es hypersensible auditif, puis ça te permet de pas travailler. Est-ce qu'il y a des possibilités à ce niveau-là? Est-ce que tu peux avoir des coquilles? Est-ce que tu peux avoir un lieu à certains moments fermé pour augmenter ton efficacité? Fait que tout revient aussi à la connaissance de soi, qu'est-ce qui fonctionne pour soi, puis quelle stratégie est disponible. Ce que je vois beaucoup, c'est l'équation que les gens se sont mis dans la tête, j'ai l'impression, c'est que, OK, je peux pas vraiment changer grand-chose dans mon environnement de travail, donc la solution, c'est par exemple, le travail à la maison, le télétravail, parce que là, je vais pouvoir gérer toutes mes affaires, je vais pouvoir gérer mon horaire, je vais pouvoir gérer mon environnement, prendre des pauses, puis il n'y a pas personne qui va me voir, qui va me juger. Ou, ce que je vois aussi, c'est l'entrepreneuriat, c'est la solution, je vais tout me gérer tout seul, il n'y a plus personne qui va décider pour moi. On en a parlé dans la table ronde ce mois-ci, justement, on a parlé du télétravail qui est, je trouve, de plus en plus perçu comme une espèce de solution idéale pour favoriser l'équilibre travail, famille, vie personnelle, etc. Vous, dans votre perspective d'ergothérapeute, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est les mêmes défis finalement? Ben en fait, ça va être une réponse, ça dépend de chaque personne. Ça dépend vraiment de son environnement à la maison ressemble à quoi, les possibilités de l'adapter, les possibilités d'avoir un endroit dédié par exemple, c'est ce qui fonctionne, ou si exemple ta table de cuisine est devant une grande fenêtre, c'est ça qui te permet d'être productif, ben ça peut être ça. Mais après ça, c'est de venir voir. T'sais, nous, c'est beaucoup dans l'exploration et l'essai. Fait que, de te donner une période d'essai, de venir voir, est-ce que finalement, tu trouves ta satisfaction en fin de la journée? Hey, j'ai été efficace, c'était le fun, j'ai pu plus alterner, ça me permet de m'épanouir plus. Ou au contraire, il y a plus d'inconvénients de, hey, là, je vois toutes les tâches à faire, je pourrais aller plier une brassée, je préfère la vaisselle, je vais préparer le souper pour asseoir, oh mon Dieu, là, faut que je réponde aux courriels. Fait que là, t'es en multitask, fait que t'as l'impression d'être une poule pas de tête qui fait tout en même temps. Tu parles du Au début, ça avait l'air senti. Ça avait l'air très senti comme discours. Là, je sais pas pourquoi. Oui, mais finalement, on s'en sort pas, là. On revient encore à la connaissance de soi, puis on revient encore au fait qu'il y a pas de one fit all, puis que, tu sais, il faut vraiment voir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Puis, c'est pas parce qu'il y a pas un patron qui décide à ta place si tu choisis, par exemple, l'entrepreneuriat ou que ton patron est pas dans la place physiquement
que finalement, peut-être que toi-même, t'es un pire patron envers toi-même aussi et que tu t'autorises peut-être encore moins de choses. T'sais, fait que l'inconfort d'aller demander, d'aller exprimer nos besoins, j'ai l'impression qu'on le retrouve quand même si on est en télétravail, là, parce que au télétravail ou entrepreneuriat en ligne, peu importe, parce qu'au final, ça va vraiment dépendre de ce qu'on décide de s'accorder aussi. Est-ce qu'on va oser aller le demander? Il faut d'abord se l'accorder avant d'aller le demander. Est-ce qu'on juge qu'on peut s'accorder ça? Ça, c'est la première étape avant même d'aller l'exprimer, avant même d'aller le demander. Donc, Natacha, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, le télétravail? Est-ce que c'est comme la solution? Tout le monde, finalement, devrait gérer ses horaires, être à la maison? Ben, je souhaite, en fait, je pense qu'un jour ou l'autre, les gens vivent des situations de vie où ils font face à, mais c'est ça, ils font face à une situation de vie qui apprennent à être gestionnaires. Puis j'explique ma réponse parce que tu te dis, ah, tu sais, mais là, ils vont gérer ci, ils vont gérer ça, nanana. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que là, il faut apprendre à se gérer. Et donc, on devient gestionnaire de soi. Mais pour ça, comme tu l'as dit, tu l'as bien résumé, tu sais, on s'en sort pas. Faut apprendre à se connaître pour apprendre à se gérer. Et donc, ça dépend de plein de facteurs. Mais c'est sûr que, puis c'est ça, tu sais, il y en a qui vont le vivre, cet épisode-là, oui, comme entrepreneur, mais soit justement quand tu as un accident de travail ou un accident qui fait que tu arrêtes de travailler ou tu as un congé de maternité, tu arrives à la maison et là, tu perds tes points de repère parce que le travail en bureau t'offre une structure d'horaire, un environnement structuré, structurant. Puis ça, c'est rassurant pour notre système nerveux. Puis quand on sort de ce cadre-là, ben c'est là qu'on perd nos points de repère, puis qu'on doit réapprendre à faire nous-mêmes. Et c'est là que ça nous demande une certaine discipline d'apporter une structure. Donc, si il y en a qui ont plus ou moins de facilité à se l'accorder, comme tu l'as dit, il faut s'offrir des permissions aussi. Mais ce que je vois en télétravail, c'est que souvent, les gens, ben au début, ça peut être une chose, puis après ça, avec le temps, ben tu glisses parce que là, ton bureau est juste à côté de ta cuisine, ta salle de bain, whatever. Fait que là, tu te trouves à avoir des mauvaises habitudes pour faire du multitâche et tout ça. Puis c'est pas que c'est un problème, mais le problème, c'est quand tu arrêtes de t'observer, puis que ça draine ton énergie parce que tu arrives à moins te concentrer sur ce que tu dois faire. Donc, encore une fois, il y a la notion de fluctuation. Puis pour moi, personnellement, il y a des jours que ça va très bien en télétravail, il y a d'autres jours que ça va moins bien. Et c'est encore apprendre à me connaître puis de savoir, OK, mais c'est quoi les conditions gagnantes pour que ça se passe bien? Donc, il y a aussi une phase d'essai-erreur qui est inévitable. Donc, de pas essayer d'éviter de pas essayer que mentalement, de tout savoir comment est-ce que je vais réussir à me faire du télétravail, que ce soit une journée ou 5 journées par semaine, puis que je vais avoir la recette miracle. Non, ça va être du essai-erreur. Et à un moment donné, tu apprends à voir c'est quoi, toi, ta bonne dose, ton bon équilibre. Puis après ça, ce que je vais plutôt vouloir encourager les clients, c'est de créer des zones de transition. Parce que quand tu vas au bureau, il y a une transition qui se fait sans que tu t'en rendes compte de déplacement, peu importe. Mais quand tu es à la maison, comment tu peux intégrer des transitions? Ah oui, hein? Intégrer des activités sociales, parce que c'est un des défis. Au bureau, tout du social, à la machine à café, à l'imprimante, peu importe. Donc, dans les corridors. Mais c'est ce que je constate. Et sortir de chez soi aussi. Fait que c'est 3 gros éléments que je vois qui est différent. Ça en est plus 3, mais il y en a sûrement plus. Donc, dans le fond, c'est de dire, OK, mais quand je suis au bureau ou quand j'étais au bureau, c'est quoi les conditions qui étaient présentes, qui sont plus là, puis qui ont un impact finalement sur notre santé mentale, sur notre énergie, sur notre Oui, tu stress. l'as parlé, il y a des fluctuations aussi. Donc, dans l'auto-observation, qu'on soit au bureau ou à la maison, ça veut pas dire que quelque chose qui fonctionne pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois va fonctionner en permanence. Donc, c'est d'aller observer aussi, est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Puis, peut-être que moi, il y a certaines choses qui font du sens pour moi, dans le multitasking, par exemple, qui fera pas de sens pour d'autres personnes. Et la vraie réflexion, elle se fait sur qu'est-ce qui m'énergise et qu'est-ce qui m'enlève de l'énergie en ce moment. Parce que ça va être différent peut-être à un certain moment de mon cycle, ça va être différent à certaines saisons. Donc, de prendre le temps de se poser ces questions-là. Mais parlant de questions, Sophie, as-tu des questions à proposer aux gens qui voudraient savoir par où commencer pour créer un environnement qui serait adapté pour eux en télétravail ou même
dans un emploi traditionnel? Ouais, ben en fait, ma première, en fait, c'est pas une question, ma première action que je vous propose, c'est d'essayer une journée. Puis à la fin de votre journée, de venir voir qu'est-ce qui a bien fonctionné. Ça a été quoi les éléments que vous dites, hey, il me semble ça allait aider que je prenne ma pause à 10 heures puis j'aille prendre une marche de 15 minutes. My God, j'étais énergisée après, j'ai été super efficace. Après ça, de voir est-ce que c'est d'aller dîner avec un ami, est-ce que c'est de dîner, de faire un appel FaceTime avec quelqu'un pour justement avoir ce lien-là social. Fait que de venir s'observer puis de venir voir qu'est-ce qui a fonctionné puis qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Puis de venir essayer. Est-ce que justement de faire une brassée sur l'heure du dîner, ça me permet après ça de le soir d'avoir plus de temps, puis quand mes enfants, mon partenaire y arrive, cette transition-là se fait mieux. Fait que tu sais, de venir essayer des choses, de venir trouver sa propre recette, puis de venir voir avec musique, pas de musique, travailler dans la cuisine, dans un bureau spécifique, travailler avec des écouteurs, pas d'écouteurs. Fait que vraiment de venir voir avec ses 5 sens. Au niveau de l'audition, ben, peut-être pas le goût, là. Ben, peut-être. Est-ce que vous travaillez mieux avec une pastille dans la bouche? Peut-être. Puis, Ben, ton petit café. Peut-être que si t'es à la maison, t'as besoin d'une meilleure machine à café parce que ça avait une incidence sur toi d'avoir du bon café au lieu d'aller le chercher toujours à l'extérieur, ce qui te fait peut-être perdre beaucoup de temps. Mais oui, c'est tellement important de se poser ces questions-là. Puis moi, j'aime, bon, tu dis essayer une journée. Moi, j'aime bien souvent même me dire, tu sais, si mettons, c'est pas un succès après une journée, mais que tu as l'impression que ça pourrait en être un, peut-être te laisser un peu plus de temps oui. ou réessayer quelques fois aussi. Se laisser du temps. Natacha, tu as dit quelque chose tantôt aussi, mais que les gens vont essayer peut-être de chercher la façon parfaite de, et ils vont tomber dans une espèce de freeze, d'analyse de tant que j'aurais pas trouvé la façon parfaite, je la mettrai pas en place l'horaire ou je la mettrai pas en place la chose qui pourrait me faire du bien parce que je suis pas sûre que c'est vraiment ça qui est la bonne chose finalement. Alors que la seule façon d'en être certain, c'est de l'essayer, Oui, c'est de l'expérimenter. C'est de l'essayer puis de vivre l'inconfort que, tu sais, si ça n'a pas été super bien, pas de problème, parce qu'on s'observe par après. Puis après ça, si ça a moins bien été aujourd'hui, mais qu'est-ce que je préfère de différent le prochain jour ou la prochaine fois que je vais me sentir comme ça? Quand j'ai finalement procrastiné, qu'est-ce qui était présent? Puis ça, c'est des fois, c'est pas juste un environnement, c'est la tâche en tant que telle, tu sais. C'est comment je me suis bien préparée, puis d'avoir les bonnes tâches au bon moment, c'est un défi aussi. Donc, mais dans le fond, fait qu'il y a tout l'aspect, encore une fois, on revient à la santé mentale. C'est quoi mon attitude? Comment je réponds ou que j'accueille ces inconforts-là, que je m'ajuste, que je me permets de le voir comme une opportunité de mieux me connaître, de m'ajuster. Plutôt qu'un échec. C'est ça, ça soit pas parfait. Mm-hmm. Parce que beaucoup vont dire, tu sais, je veux dire, de toute façon, à chaque fois que j'essaie de mettre des choses en place, j'y arrive jamais, je garde ça pendant 2-3 jours puis j'abandonne. Fait que moi, ça vaut pas la peine, j'ai même pas besoin d'essayer. J'imagine que c'est le genre de discours que vous entendez dans votre bureau des fois, ça, les filles. Oui, quand même. Mais ça, puis tu sais, genre, de dire, ça a été une mauvaise journée parce que j'ai pas réussi à tout faire ce que je voulais faire. Comme on peut pas qualifier ça comme une mauvaise journée nécessairement parce que, je veux dire, la to-do list, elle est infinie. Il y aura toujours des choses à faire. Mais c'est ça. Donc, d'être juste à l'écoute de soi, finalement. Sophie, tu t'allais ajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que ça m'a fait rire parce que oui, tu sais, ce discours-là de ça n'a pas marché, je vais abandonner, ça marchera pas. Puis c'est beaucoup caché par on veut que ça soit parfait. On a l'attente qu'on réussisse du premier coup. On a l'attente que, ben là, mon amie, elle a fait ça, le télétravail, puis ça a été un game changer. Ben moi aussi, tu sais, je vais essayer tout ce qu'elle a fait, puis ça va marcher. Mais encore une fois, il faut l'essayer, faut se permettre de faire des erreurs, faut se permettre d'explorer puis de réessayer autre chose. Puis des fois, c'est de dire, ben je vais laisser une semaine, comme tu disais tantôt, je vais laisser sur une plus longue période de temps, puis on verra après si ça marche ou ça marche pas pour moi, tu sais. Puis encore une fois, peut-être ça marche aujourd'hui parce que pour X raison, t'as mal dormi ou t'as bien dormi, fait que c'est une stratégie qui marche, mais le lendemain, t'arrives pas dans la même posture cette journée-là. Natacha, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben, à la maison, tu vois, moi, je suis comme une plante. Je suis le soleil. J'aime des fois me déplacer, que selon les tâches que j'ai à faire, que des fois, le lundi, ben moi et mon conjoint, on est en télétravail, on va travailler de notre derrière, où est-ce que c'est lumineux, puis qu'on est ensemble, c'est le fun, on fait des petites tâches plus administratives, de gestion et tout ça.
donc, je m'adapte c'est quoi la météo, mais que ça me soit comme bénéfique pour moi. C'est quoi la météo? C'est quoi mon besoin? C'est quoi mes tâches? OK, j'ajuste les différentes composantes qui est autour. Fait que c'est juste ça, des fois, de se permettre de pas rester dans, comme juste toujours, moi, dans la structure, dans le plan, en fait. Très statique, hein, dans ce qui a été C'est prévu. ça, dans la flexibilité mentale que Sophia, elle parle si bien toujours, donc, ouais. Et que ce soit en télétravail ou au bureau, c'est des choses qu'on peut adresser, qu'on peut se poser ces questions-là. Encore faut-il prendre le temps de juste s'arrêter parfois 2, 3, 4, 5 minutes pour se le demander, ce qui est un défi en soi pour beaucoup de gens de juste s'arrêter, d'où l'intérêt de toute la pratique de la pleine conscience aussi, déjà, juste d'être en observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Rapidement, les filles, est-ce que vous avez des incontournables que vous recommanderiez pour des personnes qui voudraient réussir à prioriser leur santé mentale tout en travaillant de la maison pour éviter les glissements dont tu parlais tout à l'heure, Natacha? Ben, le matin, je dirais le matin puis le soir d'avoir peut-être une petite routine. Ça, c'est l'idéal, mais je veux dire, même si on fait juste une des deux, c'est parfait. Mais d'avoir un petit temps de transition que j'ai parlé tantôt, mais une petite routine. Puis par petite, c'est vraiment, je veux le dire, là, comme ça peut être juste 2 minutes, mais très intentionnel. Donc, de prendre le temps de prendre son pouls, de savoir, OK, je respire, qu'est-ce que j'ai besoin, ou juste se connecter à soi. Donc, à sa manière. Fait que là, tu sais, selon notre pratique, ça peut être vraiment plus spirituel ou vraiment très pratico-pratique de juste comme, OK, aujourd'hui, je me sens comment, j'ai-tu de l'énergie, j'en ai pas, mon humeur, peu importe. Donc, mais de créer cet espace-là, puis de faire l'essai. Parce que moi, je sais que maintenant, quand je le fais pas, parce que ça m'arrive, je suis complètement imparfaite et assumée, mais quand je le fais pas, je trouve que la journée va trop vite. C'est comme si de le faire permet de ralentir le temps. Ça m'a fait faire un temps avec moi-même, puis que dans la sandwich, tout ce qui se passe après ce moment-là et donc toute la journée de travail, c'est pas important, c'est hors de mon contrôle dans le sens où je peux pas contrôler tout ce qui va arriver in between, mais si le matin et le soir, j'arrive à intégrer ces petits moments de conscience, de pause avec moi-même, mais je me permets c'est ça, de me nourrir, de cultiver ma pleine conscience, puis juste de faire ces moments de transition-là, de absorber, de digérer qu'est-ce qui s'est passé, de voir, de m'ajuster aux besoins. Fait que c'est ce que je dirais. Merci, Natacha. Sophie? Oui, très, très intéressant, les transitions, super important. Moi, ce que je vous proposerais, c'est de planifier vos pauses. Planifier une pause le matin, planifier votre pause du dîner, puis planifier une pause d'après-midi, puis d'être créatif, d'essayer des choses, de dire, OK, ma pause du matin, ça va être 5 minutes que je mets la musique au bout puis que je danse. Ce matin, ma pause, ça va être d'aller respirer sur mon patio, ça va être d'aller prendre une petite marche, ça va être de me faire un verre d'eau froid, puis de comme me réveiller avec la glace dans mon verre d'eau, tout ça. Puis de venir les planifier, puis des fois, ça va pas marcher, mais si au moins on planifie, c'est qu'on a l'intention de venir prendre ces moments de repos-là pour se recharger, parce que des fois, ça va tellement vite, des fois, on y pense pas, on est tellement absorbé, mais ça nous permet vraiment de refaire un petit reset, puis de finir notre journée, pas la batterie dans le rouge, de finir la batterie plus dans le jaune, d'avoir cette fluctuation de je travaille, je me recharge, je travaille, je me recharge. Alors, de le faire même quand on est à la maison. Et si jamais le panier de lavage, vous êtes pas capable de pas le plier puis que vous voulez le faire dans votre pause, ben c'est correct aussi. Puis de voir, est-ce que je peux rajouter une petite touche de plaisir pendant que je le fais en mettant de la musique ou en essayant une nouvelle méthode de pliage, pourquoi pas? Mais de venir rajouter une touche de jeu, de ludique, de joie. J'adore. Mais oui, parce qu'il y a souvent la croyance aussi que, je suis mieux de donner un gros coup, là, puis je profiterai de ma journée de congé demain, par exemple, ou je profiterai de ma soirée. Mais, puis je l'ai expérimenté récemment avec une cliente, justement, qui m'a dit ça, et de prendre conscience que finalement, ta journée de congé, si
si ta batterie est vraiment à plat, ben la façon dont toi tu te l'étais peut-être imaginé, ça risque de pas être ce qui va se passer parce que ça amène d'autres enjeux d'avoir la batterie à plat, tant au niveau émotionnel, au niveau de l'énergie, dans nos relations avec les autres. Peut-être que toi, ta journée de congé idéale, t'aurais aimé ça être quand même en énergie pour avoir du plaisir, mais si tu as juste le goût d'être couché toute la journée, mais peut-être que ça va être moins satisfaisant pour toi. Donc, de prendre conscience que vaut peut-être mieux morceler ces temps de repos pour venir recharger notre batterie pour que même quand on est en congé, on ait de l'énergie pour être en congé. Ça en prend aussi, là. Il y a souvent la blague que finalement c'est plus épuisant être en vacances qu'autre chose, ce qui est pas faux. Mais c'est ça, de venir changer un petit peu les croyances, les perceptions, ça a été une discussion vraiment intéressante, les filles. On aurait pu continuer vraiment longtemps, je pense, parce qu'évidemment, votre discipline, il y en a long à dire et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. J'espère que ça aura donné envie aux personnes qui écoutent d'en savoir plus sur l'ergothérapie en santé mentale, qu'est-ce qui est possible, et que ça les aura intéressés aussi à agir peut-être un petit peu plus en prévention. Je pense que le mot-clé à retenir de notre discussion aussi, c'est se reconnecter à soi, apprendre à se connaître et qu'il n'y a pas de solution parfaite, que ce soit le télétravail ou pas. On s'en sort pas. Il y a des questions à se poser. Rapidement, les filles, où est-ce qu'on peut vous retrouver justement si on a envie de vous découvrir et d'en savoir plus sur ce que vous faites? Sophie? Oui, ben moi c'est sur Instagram que je suis le plus présente. Fait que là je vous dévoile mon nom mon nom d'entreprise, mon nouveau site qui sortira bientôt. Ça s'appelle Palmopa. Et prévention de la santé, de vraiment promouvoir la santé globale pour des changements durables, qui est une approche très ancrée dans le quotidien, la pratique, puis qui va être plus au niveau mais qui va avoir 2 volets, services aux entreprises et services au grand public. Alors, le site web va sortir. C'est excitant, oui. C'est ça. On va mettre les informations, évidemment, sous l'épisode. Qu'est-ce que tu voudras nous dévoiler, du moins, pour que les gens puissent te retrouver? Merci. Natacha? Oui, ben moi, j'ai mon site internet natachadumontcarey.ca que tu as vraiment toutes les informations sur mon approche, puis pour me contacter aussi directement. Sinon, sur Instagram, que j'ai une présence très fluctuante en accord avec l'énergie que j'ai et toutes les autres choses que j'ai à faire. Donc voilà, mais j'ai quand même un peu de contenu là, mais sur LinkedIn aussi, sur YouTube que j'ai quelques capsules de vidéos de respiration, de méditation. Donc puis c'est à développer encore. Hey, on fait de notre mieux, les filles. Exactement. Voilà, on se rappelle ça. Je comprends l'enjeu. Merci, Natacha. En conclusion, si les personnes qui nous écoutent avaient une chose à retenir là, de foutrement vrai, et là, ce que ça veut dire, c'est que pour vous, là, c'est vraiment, vraiment important à propos de ce que vous avez transmis aujourd'hui et votre message en général. Ce serait quoi? Une chose. Sophie? Un exercice, encore une fois, pas facile, mais que j'ai adoré. Choisir. Oui, c'est ça. Tellement pas facile. Mais en fait, moi, ça serait que tout commence par une action, aussi petite qu'elle est, mais elle compte puis elle est importante. Puis c'est vraiment la somme de toutes ces petites actions-là que vous allez faire au quotidien qui va amener un changement durable. Merci, Natacha. Merci, Sophie. C'est tellement vrai. Ben moi, je vous amène un peu ailleurs, puis c'est quelque chose que j'ai pas abordé, mais un peu ouais, je vous dirais que tu es assez, que t'en fais assez, que tu as déjà tout ce que tu as besoin, mais de juste prendre le temps de l'observer, de le reconnaître. Puis ça, c'est vrai que des fois, on a besoin de cette aide-là, de cet œil extérieur-là pour s'en rendre compte, mais de savoir que tu es assez. Quel beau message, oui. À s'appliquer à nous-mêmes souvent parce que, j'ai bien l'impression que souvent, on est nos premiers clients et important de se rappeler que ce qu'on offre au quotidien, c'est le mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a au moment qu'on les a. Merci énormément de votre temps qui est précieux, d'avoir été là pour insuffler en fait un message qui, je suis convaincue, fera son chemin aux bonnes personnes qui ont besoin de l'entendre. Si toi, tu écoutes en ce moment et que tu as envie d'en savoir plus, tu auras toutes les informations sur Sophie, Natacha pour les retrouver. Si tu as aimé l'épisode, je t'encourage à le partager. Tu peux venir nous dire ce qui t'a marqué, ce qui est venu te chercher. Tu peux nous taguer aussi, ça va nous faire plaisir. Je parle pour vous les filles, mais j'en suis convaincue de poursuivre
poursuivre la conversation avec toi. Donc, encore une fois, merci. Merci à toi, Annie. Prenez soin de vous. Merci. Merci. On est beaucoup dans la gratitude des filles. Hein? Merci encore. Oui. Alors, à la prochaine. Ciao, bye, là. Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.